Marketing Square. Bienvenue sur Marketing Square, le rendez-vous du gros marketing. Le gros, c'est un marketing qui sort des clous, qui se réinvente, qui se renouvelle. C'est aussi un mindset qui repose sur l'envie de se dépasser, de se détacher de ses opinions une bonne fois pour toutes et d'apprendre en continu. Si tu te reconnais dans cette description, que tu sois débutant ou expert, abonne-toi. Ce podcast va devenir ton meilleur allié. Je suis Caroline Mignot, grosse marketeuse et entrepreneur. Et chaque semaine, je partage sans compter des astuces concrètes, des méthodes actionnables, des idées utiles pour faire grandir ton business et rester à la pointe des nouveautés. Si cet épisode te plaît, tu peux le partager en me taguant ou lui laisser 5 étoiles sur Apple Podcast. Bonjour à tous et bienvenue dans ce nouvel épisode. Aujourd'hui, j'ai le grand plaisir de recevoir Nina Ramen. Nina, est-ce que tu peux te présenter ? Alors, rapidement, moi je suis copywriter chez Germinal. Donc Germinal, on est une boîte qui accompagne les entrepreneurs entre 0 et 1 million de chiffre d'affaires. Et on a 2 parcours. Le premier, c'est en e-commerce et le deuxième, c'est en création de contenu. Et en parallèle de mon job chez Germinal, donc de copywriter, je suis moi-même créatrice de contenu et j'ai ma newsletter qui s'appelle Culottée, dans laquelle je parle aux femmes et j'aide les femmes à oser davantage. Tu viens de lancer ta newsletter sur Substack, ça a un peu décollé direct. Est-ce que tu peux nous raconter la success story, en tout cas la success début de story des Culottées ? Ouais, c'était incroyable. En fait, je suis partie d'un constat simple, c'est que nous les femmes, on vit beaucoup la même chose, sans jamais se le dire. Quand je dis la même chose, c'est-à-dire on est beaucoup entouré de tabous, de choses qui, soi-disant, ne se disent pas, qu'il faut garder pour soi. Notamment, il y a une stat qui m'a marquée, c'est qu'un tiers des femmes ont déjà avorté une fois dans leur vie. Et quand tu ne l'as pas fait, tu ne t'en rends pas compte. Et le jour, moi, ça a été mon cas, j'ai avorté dans ma vie. Et le jour où je l'ai fait, j'en ai parlé autour de moi et j'ai été impressionnée de voir le nombre de personnes qui l'avaient fait aussi et qui n'en avaient jamais parlé. Et une fois que j'ai dit ça, c'est un peu comme si j'avais ouvert des vannes. Je me suis retrouvée avec des gens qui m'en parlaient énormément. En fait, c'est comme si elles ne demandaient que ça, mais c'est juste le tabou qui les freinait à libérer la parole autour de ce sujet-là. Donc là, j'ai pris le cas de l'avortement, mais il y a aussi beaucoup de choses. Il y a le fait de perdre sa grossesse, enfin les fausses couches. Ça, c'est notamment aussi ce qui m'est arrivé. Bon, je parle un peu de ma vie là, mais c'est pour vous montrer en fait à quel point moi, je suis partie d'un constat de mon quotidien qui m'a énormément marquée. Et je pense que ça vient du fait qu'on ne nous enseigne pas non plus à dire les choses. Je me souviens quand on était petite et qu'on avait nos règles, on se passait des tampons genre dans nos manches pour pas que les autres dans la cour de récré voient qu'on avait nos règles. En fait, il y avait vraiment ce truc-là où il fallait pas dire. Ouais. Et quand on t'enseigne à te cacher, on t'enseigne à ne pas dire des choses de ton intimité qui t'arrivent quand même tous les mois, hein, pour les règles, bah, naturellement, ça impacte les autres domaines de ta vie. Et notamment, les femmes, dans le monde de l'entreprise, la parole est monopolisée à 70% par les hommes. Donc, c'est une étude qui a été faite. Le temps de parole est majoritairement monopolisé par des hommes. Pour plein de raisons, mais c'est un constat. Et donc, j'en suis venue à la conclusion que, en fait, si les femmes ne prenaient pas assez la parole, c'est probablement qu'elles n'osaient pas assez le faire et que c'est pas si facile que ça, c'est pas si naturel que ça pour nous. On se met des barrières. Et c'est comme ça que j'ai lancé Culottée. C'est sur ce constat-là, en me disant, OK, vas-y, on va prendre la parole et on va oser plus. Alors, ça passe par plusieurs choses. Ça passe par le fait de raconter son histoire. Parce qu'en fait, quand on voit que d'autres personnes vivent la même histoire, on se dit, en fait, je suis pas aussi unique, j'ai pas à avoir honte, etc., etc. Donc, on partage, donc on se décomplexe. La deuxième chose, c'est de l'inspiration. Donc, de voir des gens qui font des choses, ça nous donne envie de les faire aussi. Et la troisième chose, c'est des astuces et des techniques qui sont concrètes. Par exemple, qu'est-ce que tu réponds à un mec qui te dit t'as eu une promotion, t'es passé sur le bureau. Voilà. Comment tu fais de l'autodéfense en fait par rapport à ça. Donc ça, c'est ma newsletter, c'est ce constat-là, c'est mon combat depuis quand même pas mal de temps, mais d'autant plus, et je me suis dit qu'il allait en faire quelque chose. Et donc, je l'ai lancé sur LinkedIn, j'ai fait un post LinkedIn en partageant mon histoire et mon constat. Et là, j'ai eu 900 inscrits, ça fait en une semaine. Donc, en une semaine, j'ai eu 900 inscrits, ce qui est... énorme. Ouais. Surtout voilà. Sur un sujet niche, encore une fois, hein, c'est ça, c'est que tu aurais communiqué sur LinkedIn, tu aurais fait 10 000. Mais là, on est quand même sur un sujet niche et un sujet tu en plus. Donc, un sujet niche, un sujet tabou, mais en même temps, un sujet qui concerne la moitié de la population. Donc bon. Oui, mais les femmes. Et puis en fait, à la limite, tu vois, mon sujet, c'était pas tant de toucher beaucoup de gens. Mon sujet, c'était juste de parler
enfin, en fait, je le faisais plus parce que ça me tient toujours à cœur. Et en fait, à la limite, ça intéresse que 1000 personnes. Enfin, même si c'était 100 personnes. Au début, je pensais avoir 50 personnes, en fait, quand j'ai lancé. Donc, je pensais avoir 50 personnes. Je me dis, vas-y, 50 personnes, au moins, ce sera cool. Et en fait, c'est faire avancer. Juste faire avancer. Moi, si j'aide 50 personnes, je suis déjà très heureuse. Si j'en aide Claire. plus, c'est déjà super. Voilà. Donc, aujourd'hui, j'en suis là. J'en suis à la création de cette communauté. Sincèrement, je n'ai absolument aucune idée de ce que je vais en faire derrière. Je pense qu'une communauté, ça se construit et peut probablement derrière, s'il y a un produit, bah, le produit, on le construira ensemble. Je sais que si un jour on se dit, bah, on a envie de créer quelque chose qui nous plaît, et ben on le fera tout ensemble et j'essaierai de le faire de manière impliquée avec celles qui me lisent. Donc voilà, ça c'est mon projet, ça s'appelle Culotté et derrière, ben, je le fais beaucoup parce que bah, c'est un sujet qui me tient à cœur et sincèrement, bah, il y a des gens qui vont au resto le week-end et qui vont au cinéma. Moi, j'écris des newsletters. Voilà. C'est trop bien. Et du coup, t'es passé par Substack. Est-ce que tu penses va peut-être y avoir une édition un peu payante? Est-ce que tu l'as imaginé comme ça, comme quelque chose finalement qui pourrait devenir ton projet à temps plein? Ou c'est plutôt, pour l'instant, c'est un lab? Pas du tout. C'est un lab, pas du tout payant. Je veux pas forcément monétiser le contenu. Euh, Parce que mon objectif, c'est d'aider un maximum de femmes. Mm. Donc, si je veux aider un maximum de femmes, bah, je veux rester. Ah En ouais. fait, je veux garder ce truc gratuit et accessible. Donc, j'aurai toujours un canal gratuit, ça c'est sûr, et probablement la newsletter qui restera toujours gratuite. Après, j'ai choisi Substack parce que c'est une plateforme qui est très facile d'utilisation et que contrairement à d'autres outils, et notamment les outils de newsletter classiques, quand tu envoies ton email, après, bah, si la personne ne l'archive pas dans ses emails, il s'oublie. Donc, Substack, c'est un mélange entre un blog, c'est ça qu'on n'a pas dit, c'est que c'est un mélange entre un blog et un outil d'emailing. Ouais. Donc, les gens pourront toujours revenir voir les articles et j'ai pas envie j'en ai un peu, je suis un peu essoufflée et j'en ai un peu marre d'écrire des newsletters qui me prennent 7 heures à écrire et qu'en fait, après, bah, elles sont un peu oubliées dans les emails des gens, ce qui est totalement normal, hein, Mm. mais là, ça permet en fait d'avoir un mix entre un blog et une newsletter. Donc, je monétiserai pas la en tout cas la majorité de mon contenu, ça c'est sûr. Par contre, derrière, créer un produit, peut-être, s'il y en a besoin, probablement. Je ne sais pas encore lequel. Sincèrement, je ne sais pas. À un moment, j'ai pensé à plein de choses, de la formation, un produit physique. Je ne sais pas. En fait, je ne sais pas ce qui pourrait plaire. Et puis, sincèrement, je ne suis pas hyper pressée. Mm. Je me dis que dans un an, peut-être dans 6 mois ou dans un an, on verra. Mais là, pour le moment, je me laisse le temps. Et comme tu disais, c'est pas mon projet à plein temps. Donc, euh, donc, euh, donc c'est pas non plus. Enfin, c'est plus de l'ordre du divertissement Bien sûr. aujourd'hui pour moi et de ce qui me fait kiffer. Et je veux que ça reste un kiff. En fait, c'est ça. C'est que je veux que ça reste du plaisir pour moi. Donc, à partir du moment où si je commence à me stresser avec des coûts de frais, de structure et que je me dis, OK, il faut que je fasse 10 cas par mois parce que Ouais. sinon, en fait, je perds de l'argent et je vais devoir arrêter, ça va me peser. Donc, c'est vraiment dans l'idée, alors, aussi bizarre que ça puisse paraître, il y a des gens pour lesquels écrire une newsletter est un divertissement. Non, mais je pense que pour beaucoup, et je pense qu'il y en a beaucoup qui ont envie de se lancer, et c'est pour ça que je trouve ça intéressant qu'on fasse un petit focus là-dessus, pour toutes celles qui ont envie d'écrire sur des choses qui leur tiennent à cœur, de tester une idée. En fait, Substack, c'est vraiment un modèle très agile, comme on pourrait dire, dans le sens où, en fait, ça vous coûte zéro. C'est très facile à utiliser. Vous n'avez besoin, honnêtement, d'aucun bagage marketing, quel qu'il soit. Comme dit Nina, en fait, on peut commencer à s'adresser à 20 personnes. Honnêtement, être lu par 20 personnes, c'est déjà beaucoup parce qu'au final, on s'en fout de la taille de votre base. Est-ce qu'il y a beaucoup de gens qui vous lisent? Est-ce que ça parle à une personne sur ces 200 000 personnes? On ne sait pas. En tout cas, voilà, l'important, c'est d'avoir au moins que ça fasse sens pour une, deux, trois personnes. Et ça, quelle que soit votre audience, bah, c'est ultra valorisant. Et c'est là où c'est intéressant, c'est que finalement, peu importe qui tu es, dans quelle partie du monde tu te situes, peu importe tes passions, il y aura toujours des gens qui auront les mêmes que toi. Il y aura toujours des gens qui vont se reconnaître dans ce que tu vas dire. Et ce qui t'empêche aujourd'hui de le savoir, c'est que tu le dis pas au monde, en fait. Si personne le sait, personne peut adhérer à ce que tu dis, personne peut partager ta passion. Mais si tu arrives, euh, ne serait-ce qu'à en parler, il y aura forcément des gens qui vont. Il y a probablement des chaînes YouTube qui parlent de la reproduction des bigorneaux sur le Mont Saint-Michel, et il y a probablement des gens qui la regardent. Donc, s'il y a des chaînes YouTube pour des choses aussi bizarre et niche que ça, il y a forcément une audience aussi pour ce que vous faites. Et autre chose que je voulais dire, c'est que même si l'audience, elle vous semble hyper saturée,
Par exemple, quand j'ai lancé ma newsletter, il y a eu un retour d'une fille qui m'a dit « Ah, une newsletter féministe, quand j'ai vu ça la première fois, je me suis dit, il y en a déjà plein qui sont hyper qualitatives. » Et elle dit « Mais par contre, ben, quand je l'ai lu, je me suis dit, trop bien, en fait, oui, il y a d'autres gens qui le font, mais personne ne le fait comme Nina. » Et donc, même si le sujet est déjà traité, le sujet n'est pas traité de la manière dont, en fonction de qui vous êtes, comme vous, en fait. Votre personnalité influence, et donc il y a forcément un monopole dont vous disposez, qui est votre monopole personnel, qui est vos passions, votre personnalité et vos compétences. Et c'est ce mix de ces trois choses qui fait que vous êtes unique. Et donc finalement, personne ne parlera, que ce soit faire du surf, que ce soit le féminisme, peu importe, euh, personne ne fera jamais les choses comme vous les ferez. À fond. Et ben, j'espère que ça aura donné envie à plein de femmes qui nous écoutent et d'hommes d'ailleurs de se lancer. En tout cas, comme le rappelle Nina, l'envie, c'est vraiment 99% du camembert et les 1% restants, c'est télécharger Substack qui est en plus complètement gratuit. Donc, vous n'avez plus aucune excuse. Lancez-vous, testez l'attraction, regardez si ça vous plaît. Vous pouvez le faire sur le côté. Vous avez eu toutes les techniques pour pouvoir le faire le plus rapidement possible et sans vous prendre trop le chou. Merci Nina d'avoir été mon invitée et je te dis à très bientôt. De rien, merci à toi pour l'invitation, c'était super, super cool comme d'habitude. Si t'as écouté jusqu'ici, c'est certainement que cet épisode t'a plu. Ce podcast est rendu possible par Richmaker, le Tinder du B2B comme on l'appelle. C'est une plateforme que j'ai lancée et qui permet d'identifier des partenaires compatibles en fonction de ton business. En gros, dis-moi quels sont tes objectifs marketing et je te dirai qui va t'aider à les dépasser au sein de ton écosystème. Pourquoi aller chercher ses clients un par un quand on peut placer sa croissance en pilote automatique ? Mettre en commun ses ressources, décupler son impact, mutualiser ses coûts. Après 10 ans à travailler en marketing entre New York et Paris, je me suis rendu compte que la pub était devenue un réflexe tristement automatique. Pourquoi est-ce qu'on baserait notre croissance sur des modèles qui nous placent en compétition les uns contre les autres ? Et toujours au profit des mêmes acteurs. Le vivant, qui est quand même notre ancêtre de plusieurs milliards d'années, nous enseigne que ceux qui prospèrent sont pas les plus forts, ce sont ceux qui collaborent le plus. Et si c'était pareil dans le business ? Pour découvrir l'immense pouvoir du co-marketing, j'offre des contenus que tu trouveras nulle part ailleurs sur richmaker.com, onglet Académie. Plus d'excuses, passe à l'action et à très vite sur Marketing Square, le podcast du gros marketing. Marketing Square.